Bonjour, je suis actuellement avec Mathieu Verne, qui est à la fois référenceur et qui a une boutique en ligne. Bonjour Mathieu. Bonjour Olivier. Je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais, c'est quoi ta boutique en ligne et ton activité de référencement à côté, etc. Vas-y. Ouais, ça marche, merci. Alors oui, à la base, je suis référenceur depuis 2009, référent de SEO. Donc bon, chose typique, on va dire, des clients un peu dans toutes les activités, dans tous les types de sites, c'est-à-dire à la fois des sites vitrines avec des photographes, par exemple, que des e-commerce avec différentes activités. Et puis en 2012, j'ai décidé de créer mon e-commerce et c'était parti du coup dans le monde des déguisements, des articles de fête. Et c'est là qu'est né Déguise Fête. Donc 14 juillet 2012 exactement, lancement de la boutique. Donc ça fait maintenant 4 ans. Voilà, donc référent de SEO, Déguise Fête, e-commerce, référencement naturel qui sont étroitement liés du coup, parce que c'est quand même, on va dire, la majeure partie du trafic de Déguise Fête. Ça, on en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est un choix logique entre les deux pour diversifier les activités et puis d'un côté intérêt aussi, faire à la fois du référencement d'un côté et puis aller un peu plus loin sur un projet personnel de l'autre, ce qui est parfois limité avec les clients. Voilà. Ok. Ouais, c'est pas mal parce que ça te permet en plus de voir un peu les deux côtés du travail. Si tu travailles avec un e-commerçant, tu as une expérience d'e-commerçant aussi, c'est quand même en plus auprès de tes clients, c'est pas mal. Euh, Exactement. alors, tu peux nous dire pourquoi tu as lancé ta boutique en ligne? Alors j'avais vraiment une volonté d'avoir une autre activité sur laquelle je puisse capitaliser un petit peu le travail, parce que c'est vrai qu'en référencement c'est du temps humain que je vends. Du coup les journées faisant que 24 heures, il y a une limite euh, qui sera atteinte et qui est atteinte, qui fait que pour progresser c'est difficile à part embaucher, etc. Ce qui n'est pas forcément une volonté de ma part. Du coup, voilà, je voulais lancer quelque chose sur lequel je puisse capitaliser et le e-commerce, ça a été quelque chose d'assez logique. J'avais testé sur un tout petit e-commerce avec un ami sur de l'airsoft avant pour me faire un petit peu la main. Bon, en voyant que si on s'y mettait pas à fond, c'était difficile de faire quelque chose de bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'après, quand je me suis décidé pour des Fête, là j'ai mis tous les moyens possibles pour que ça fonctionne. D'accord, ouais. Donc c'était le problème de beaucoup de prestataires de services qui échangent leur temps contre de l'argent. À un moment, tu peux pas démultiplier le temps. Le temps, on a tous la même durée par jour et du coup, comme je dis, soit c'est embauché, Ouais. que personnellement moi j'avais aussi envisagé, mais c'est assez compliqué, surtout je trouve en France où on prend quand même un gros risque au début, pour les premières embauches en tout cas. Et c'est vrai qu'après la vente de produits, selon comment tu te débrouilles, tu peux facilement étendre le truc. Mm. Tu as beaucoup moins de limitations en termes de temps à ce niveau-là, et c'est vrai que du coup c'est intéressant. Alors pourquoi tu avais choisi le déguisement au niveau de ta boutique? Alors ça c'est en fait j'ai exploré plusieurs pistes. J'ai fait des études de marketing, donc j'ai fait mes petites études de marché à gauche à droite sur différentes thématiques. Du coup, il s'est trouvé que le déguisement, avec ce que je connaissais du monde de déguisement, j'avais eu un client sur cette activité-là. Euh, Ça m'a semblé être un univers dans lequel il y avait quelque chose à faire. Et puis c'était sympa comme thématique, donc c'est vrai que ça aide aussi de se dire qu'on va travailler toute la journée sur des déguisements, des articles de fête. C'est plus sympa qu'une thématique avec laquelle t'as pas forcément de lien. Donc voilà, après c'est vraiment l'étude de marché qui a dit j'y vais pas, et c'est dans le déguisement que ça m'a semblé être le mieux. Après il y a un autre choix qui a été important, c'est celui du fournisseur. J'ai démarché des fournisseurs dans différentes activités aussi, et il y en a un dans le domaine du déguisement qui m'a présenté le dropshipping. Donc j'étais pas du tout parti sur cette idée-là, je connaissais pas spécialement le dropshipping. Donc moi j'étais parti pour dans mon étude pour avoir du stock, pour avoir un entrepôt, etc. Donc tout de suite c'était compliqué. Et du coup j'ai un fournisseur qui m'a dit mais le dropshipping ça existe, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire euh, le fournisseur a le stock. Moi, je mets son stock en vente sur mon site internet et dès qu'il y a une vente, c'est lui qui gère
toute la partie logistique, en fait, les expéditions, etc. Et donc là, c'était forcément magique. Je me suis dit, niveau faisabilité, c'est beaucoup mieux. Moi, je peux me concentrer sur ce que je sais faire, c'est-à-dire l'acquisition de trafic, la gestion du site internet, même si ça va plus loin que le référencement, étant donné que le référencement, c'est une partie du e-commerce. Mais j'allais pas m'aventurer non plus dans des choses que je connaissais pas du tout. La logistique avec tout ce que ça comporte de gestion de stock, d'expédition, de gestion humaine du coup, parce que gérer tout ça soi-même quand on fait quelques dizaines d'expéditions par jour, après ça aurait été impossible. Que là, c'est vrai que c'est assez simple que je fasse 2 ventes ou que j'en fasse 300 en une journée, ça va être géré aussi bien derrière. Ouais, d'accord. Voilà, ça a été vraiment le déclic qui m'a fait dire c'est bon, c'est là-dedans qu'il faut se lancer. Donc du coup, toute la partie stockage, expédition, etc., tu t'en es libéré en fait, c'est pas toi qui le gère complètement. Et au niveau des retours non plus? Alors si les retours, par contre, c'est chez moi que ça se passe. Donc dès qu'il y a une personne qui veut échanger sa taille ou qui est pas content de son déguisement pour une raison X ou Y, ça me revient. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté pas très agréable parce que j'ai plein de déguisements dans mon bureau. C'est difficile d'en faire quelque chose. Donc on essaye de entre guillemets court-circuiter le fournisseur, même si il le sait, il n'y a aucun problème avec ça. Dès qu'il y a une commande qui passe avec un produit qu'on a en stock ici, on l'envoie nous-mêmes. Sauf que c'est délicat étant donné que j'ai un déguisement, un déguisement disco homme en taille L. Il faut que la personne commande vraiment ce déguisement-là et qu'il commande pas en plus un collier Peace and Love, parce qu'à ce moment-là, moi je l'ai pas en stock le collier, donc je vais pas faire une expédition d'une partie de la marchandise de chez moi et de l'autre partie du fournisseur. Donc c'est compliqué. Il y a 4 produits qui rentrent quand il y en a un qui sort. Donc le stock, il a tendance à s'agrandir. C'est vrai que bon, c'est pas forcément le côté sympa ça. Et ça, t'as pas réussi à négocier avec ton fournisseur une solution encore à ce niveau-là? Non, parce que lui, du coup, il veut pas s'embêter avec des retours, sachant que des fois les gens portent les déguisements et ils te les renvoient derrière. Donc pour les revendre, c'est pas évident. Des fois, le packaging est abîmé, même si le déguisement est en très bon état. Donc lui, il veut pas s'embêter avec ça. Donc les solutions de retour vers lui sont inexistantes. D'accord, ok. Oui, après, bon, peut-être à voir, mais peut-être tu peux envisager une solution derrière où ces produits-là seraient mis en vente d'une façon particulière, peut-être sur une autre boutique où ils seraient complètement dégriffés, et du coup les paniers que tu aurais seraient que des paniers qui comprennent les produits que tu as en stock là à ton bureau, et voilà, tu les vendrais moins cher, mais il faudrait quand même que tu aies un stock suffisant pour que ça génère des ventes et une boutique à côté, quoi. Voilà, et puis c'est quand même un nombre de références très limité par rapport au catalogue général. On a quelque chose comme 25 000 références produits sur le catalogue. Donc c'est vrai que moi, avec mes, je sais pas combien je n'ai, 200 ou 300 références en stock, je fais, ça fait pas forcément une offre très complète. Surtout que voilà, il y a une taille d'un côté, une taille de l'autre. C'est difficile de s'y retrouver. Du coup, ce que je fais, c'est quand même, je baisse les prix sur la boutique sur ces produits-là. Comme ça, la personne qui est intéressée, elle a forcément un bon prix, elle va pas aller voir ailleurs, donc ça permet d'écouler un peu plus. Ça, je l'ai mis en œuvre il y a pas longtemps. J'aurais pu le faire avant, mais et c'est vrai que du coup, j'en ai vendu un peu plus des déguisements en stock, en baissant les prix tout simplement. Je me mets à une marge zéro, comme ça, moi, je me libère de mon stock et voilà, ça part. Ok. Bon, si tu nous as pas mis un déguisement, t'en as en stock, tu aurais pu nous en mettre un pour l'interview? Alors j'y ai pensé, j'ai à côté de moi, mais avec le casque, il faut que je change de casque. Parfait. Pour le son, ça va pas être évident, mais j'avoue, pas mal. Voilà, je change de masque, de casque. Voilà, j'y ai pensé, mais je me suis dit bon, je vais quand même pas aller jusque là. Le masque de Dark Vador, ça fera l'affaire. Ouais, et puis Dark Vador, c'est pas celui qui a le meilleur micro pour les interviews. C'est vrai. Il y a un petit problème au niveau de la voix. Ouais. Ok, bon super. Est-ce que tu peux nous partager le chiffre d'affaires que tu fais avec ta boutique actuellement? Alors ça dépend vraiment des mois parce que là c'est Halloween, il y a Noël, c'est Évidemment, forcément ouais. pas la même activité que l'été. Donc il y a vraiment les mois creux et les mois pleins. Donc on va dire les périodes pleines, ça va être, il y en a 3 dans l'année, ça va être Halloween, Noël premier de l'an, et le carnaval. Et du coup, sur les petits mois, on va faire 10-15 000 euros de chiffre d'affaires.
et ça peut monter à 40-45 000 sur la période de Noël qui est la plus grosse par exemple pour donner un ordre d'idée. Euh, voilà. D'accord, ok. Et du coup, tu travailles pas tout seul sur cette boutique-là, tu m'avais dit? Voilà, donc en fait j'ai créé la boutique tout seul en 2012. Après, je me suis installé dans un hôtel d'entreprise, donc où il y avait une proximité avec d'autres entreprises, notamment l'entreprise voisine que je connaissais déjà. C'est par elle que je suis rentré là. Et donc eux, ils font de la création de sites, ils font voilà tout ce qui est ergonomie, pas forcément que sur du e-commerce, hein, sur un peu tout. Mais on a testé de travailler ensemble pendant un an. Ça s'est très bien passé, sachant qu'on se connaissait déjà avant, donc bon, le risque était limité. Et du coup, ils sont rentrés en associés dans l'entreprise. Il y a de ça 2 ans maintenant. Euh, donc, ce qui fait qu'on est trois. Donc, moi, avec le profil, on va dire vraiment gestion de la boutique et acquisition de trafic. Olivier qui est sur le côté développement web pur. Et Axel qui est sur le côté vraiment optimisation de la conversion, des objectifs de vente, etc. Vraiment stratégie marketing, on va dire. D'accord. Et du coup, vous travaillez combien de temps par semaine dessus, sur la boutique? Parce que toi, par rapport à ton activité à côté, tu peux pas travailler à temps plein dessus. Ouais, bah eux c'est pareil parce qu'ils ont leur agence web à côté, donc c'est vraiment en fonction des temps de dispo qu'on va avoir chacun déjà. Après moi, j'ai forcément du temps journalier à passer dessus pour gérer les commandes. Là, quand il y a des erreurs de stock, faire le lien entre le fournisseur et le client, sur voilà des choses de la vie courante du e-commerçant, on va dire. Donc ça c'est moi qui le gère. Euh, Après voilà, c'est vraiment variable aussi en fonction de l'activité. C'est vrai que là, c'est Halloween, j'ai passé beaucoup de temps sur la boutique. Là, j'y passe beaucoup de temps en ce moment. Ça doit être du 50-50 entre le boulot de référencement et le boulot de e-commerçant. Au mois de juillet, au mois d'août, je vais passer plutôt 90% sur l'activité de référencement. Donc c'est vraiment à moduler en fonction du boulot d'un côté et de l'autre. C'est pareil en référencement, je vais avoir plusieurs clients qui vont arriver d'un côté. Je vais mettre le côté des guises faites un petit peu en retrait pendant 1 à 2 semaines, le temps de m'en ressortir, de sortir de l'eau côté référencement. Donc c'est pratique parce que je peux vraiment jouer avec l'un et l'autre en fonction des disponibilités, même au niveau de la journée, hein. Et après, Axel et Olivier, c'est pareil, c'est chacun au niveau des besoins qu'on va avoir quand on va développer. Alors là, on n'en a pas fait cette année, mais l'année dernière et l'année d'avant, on a fait un concours pour Halloween, par exemple. C'était beaucoup de temps de développement. On faisait des applis spécifiques, beaucoup de temps pour raisonner le fonctionnement du concours, des relances mail, etc. Donc là, Axel et Olivier, ils passaient beaucoup de temps. C'est pareil, ils pouvaient dépasser des journées entières. Et après, plus rien faire pendant 2 semaines, j'ai envie de dire. C'est pas forcément 2 heures par jour. Et D'accord, ok. voilà. Ouais, surtout en termes de développement, ça peut être très ponctuel sur un besoin particulier et après, évidemment, tu laisses tourner. Mais après, c'est vraiment le côté gestion de la boutique simplement qui demande d'être régulier parce que tu peux pas traiter les commandes toutes les 3 semaines. Mais oui, en effet, ok, d'accord. Donc, tu adaptes par rapport à ton activité de référencement, le temps que tu as de dispo pour ta boutique et Voilà. tes partenaires font pareil. Et puis par rapport aux envies aussi, c'est vrai que des fois, le matin, tu as envie de bosser plus sur un projet que sur un autre. Donc ça permet aussi de varier les envies. Quand on est un peu trop dans un audit qui est un peu pénible parce qu'il est compliqué, on se sort la tête de l'eau en traitant, en rajoutant des produits au catalogue ou en faisant des Hmm. tâches qui te libèrent un peu plus l'esprit. Ouais, diversifier, c'est important quand tu veux pas justement en avoir ras-le-bol de ce que tu Ouais, c'est fais. Parce ça. que, Niveau productivité, ça se ressent. Ouais, c'est quand même mieux. Ouais. ouais. Bah, tu disais au début, choisir un produit comme les déguisements, etc., c'est sympa. C'est vrai que quand tu vas voir un nouveau produit qui est, euh, qui te plaît, etc., tu es plus motivé pour travailler dessus que quand tu vends des trucs juste parce que tu as trouvé que tu avais une niche, c'est intéressant, il y a du bénéfice à faire, mais que les produits ne te parlent absolument pas, tu vas avoir un peu de C'est mal. sûr. Je sais plus si c'est ensemble, ça fait très longtemps, je sais plus si c'est ensemble. J'avais travaillé sur un projet de site qui installait des tout à l'égout. Je sais pas si c'était avec Oui, toi. oui, c'était avec Ouais. moi, ouais. Et Je prends souvent cet exemple justement pour faire c'est- la différence entre le c'était très déguisement et drôle le de travailler raccordement. Ouais. là-dessus parce que, parce que franchement, on avait Ouais, réussi c'est à faire des puissant. choses pas mal d'ailleurs, on avait eu un peu de résultats, mais oui, voilà, faire des articles sur le tout à l'égout, comment rebrancher, enfin, c'était, voilà. C'est sûr.
Tu fais pas une interview avec ton tuyau de, de raccordement. Non, c'est C'est clair. plus sympa avec un casque de Dark Vador ou un déguisement. C'est clair, c'est clair. Et du coup, bon bah ouais, même si ça avait fonctionné et que ça pouvait être très intéressant, c'était loin d'être passionnant, quoi. J'aurais pas fait ça toute ma vie. Mm, mm, mm. Euh, ok, donc qu'est-ce que tu utilises? Alors évidemment, tu vas utiliser le référencement, je suppose, pour attirer du monde sur ta boutique. Est-ce que tu utilises d'autres techniques que le référencement? Ouais, alors vraiment les deux sources principales de trafic, c'est d'une part le référencement naturel et d'autre part AdWords. Et en AdWords, surtout Google Shopping. C'est là où on arrive à avoir un meilleur taux de conversion par rapport à des annonces classiques, on va dire. Mhm. Parce que sur les annonces classiques, d'autant plus depuis 3 ans, on a vraiment des grandes marques comme Amazon, Cdiscount qui se développent beaucoup sur le payant. En tout cas dans notre activité, c'était le cas sur d'autres activités déjà avant, mais sur le déguisement, c'est vrai qu'ils ont des offres très complètes avec la marketplace, qui fait que c'est compliqué d'être rentable tout simplement, notamment en dropshipping comme je disais, parce que les marges sont réduites. Si je sourçais directement en Chine, j'aurais des marges beaucoup plus intéressantes, je pourrais faire des choses plus intéressantes en AdWords, mais là le fait d'être en dropshipping c'est vraiment compliqué. Donc les annonces classiques, on en a très peu. Et c'est avec le shopping qu'on s'en sort niveau AdWords. Donc référencement naturel en 1, AdWords en 2, on va dire. Après, il y a tout un tas de petites techniques, mais qui représentent vraiment, si on doit dire les 80-20, les 80 c'est dans le référencement naturel et l'AdWords, hein, il n'y a pas photo. Après, on est aussi présent sur les marketplaces un petit peu. Bon, c'est la guerre des prix. On est sur Amazon et Cdiscount. C'est vraiment compliqué. Et là, en dehors du prix, c'est pas l'offre, c'est pas le service client. Il y a rien d'autre qui te permet de te démarquer. Mhm. Là, sur Amazon, t'as le meilleur prix, tu vends. T'as pas le meilleur prix, tu vends pas. Et comme dans tous les secteurs, bah t'as des gens qui cassent les prix, qui vendent quasiment à marge zéro ou même parfois à perte. Ou parce qu'ils négocient les tarifs sur des produits en particulier. Et là, bon, nous, on veut pas du tout rentrer dans cette guerre-là, parce que c'est bon, on va baisser de 1 centime, 1 centime, 1 centime. C'est sans fin, ça va casser le marché pour tout le monde, c'est inutile. Donc, on y est sur des prix qui sont, ceux de notre boutique. Donc, on cherche pas à se mettre au plus bas du marché pour tout casser et faire des ventes. Il y en a, c'est leur stratégie. Je suis pas du tout d'accord avec cette vision-là du commerce déjà, avant que ce soit du e-commerce ou autre. Dans le commerce, ça a aucune logique de casser l'offre comme ça. Donc voilà, on y est parce que ça fait toujours quelques ventes en plus. Bon, on se pose même la question de se dire bon, est-ce qu'on ferait pas mieux de simplement se retirer, étant donné le faible pourcentage de chiffre d'affaires qu'on fait et les problématiques qu'il y a sur Amazon. Il y a des grosses problématiques pour vendre à Noël, par exemple, la période de Noël. Bon, ils demandent des scores assez forts de fiabilité, on va dire, donc un nombre d'annulations de commandes inférieur à X%. Donc il suffit que tu aies 2 commandes qui soient annulées dans la période d'avant sur 100 commandes et puis tu dépasses les quotas. Donc après c'est compliqué. Ouais. Et puis donc bon, c'est passé beaucoup de temps sur des choses qui finalement sont pas ultra intéressantes. Ce que je rappelle, Amazon c'est 15 ou 16% de marge qu'ils récupèrent. Ouais. Nous en dropshipping, ils gagnent plus que nous, tout simplement. Donc bon, Ouais. c'est bien de travailler pour les autres. Au bout d'un moment, faut quand même T'as, se fixer là t'as- où on bosse pour nous. t'as une marge de combien à peu près sur tes produits avec le dropshipping? C'est allez, 20-25%, 25% au final. Ouais. Donc c'est vrai que quand Amazon me prend 15%, Il te reste que euh, 10%. voilà. Hmm. Et surtout qu'ils prennent de la marge sur les frais de port et également, enfin c'est compliqué. Donc voilà, bosser pour les autres, ça va un moment. Le référencement naturel, au moins, AdWords, c'est le même problème. Hein. Entre ce que tu payes à Google et ce qu'il te ramène comme client, il te prend un pourcentage important. Oui, mais Donc bon, d'un autre côté, si tu l'amènes sur ton site, là, tu as des chances qu'après, voilà, le panier soit plus important que juste vendre le produit dont tu faisais la promotion avec ta publicité. C'est vrai que sur Amazon, il peut ajouter ton produit et pas ajouter d'autres. Enfin, il peut se faire un gros panier, mais il n'y a que un de tes produits dedans. Donc, c'est ouais, vrai tout à que, fait. Et puis après, quand c'est Google qui te ramène le client, tu l'as dans ta base de données, c'est ton client. Alors que voilà. Amazon, c'est une adresse email cryptée, c'est pas ton client, c'est celui d'Amazon, donc il en fait ce qu'il veut. Donc autant avoir ses clients pour soi, pouvoir les relancer, même si dans le domaine du déguisement, il n'y a pas forcément une grosse fidélité, étant donné que les événements reviennent d'un an sur l'autre, que ce soit Halloween, Noël ou les anniversaires. Tu fais pas une soirée déguisée non plus tous les mois. Donc c'est vrai que
les gens sont pas fidèles, ils se rappellent pas forcément là où ils ont acheté l'année d'avant. Donc c'est vrai que c'est difficile de renouveler ses clients, même en faisant quelques newsletters. Voilà, c'est une technique d'acquisition aussi. On en fait un peu, mais c'est pas probant. Hein. C'est pas ça qui nous fait faire du chiffre. D'accord. Et vous utilisez un peu les réseaux sociaux ou pas? Non, très peu. Voilà, Facebook un petit peu, mais c'est pareil niveau vente, ça marche pas trop. C'est pour ça qu'on avait fait des concours pour Halloween et pour Noël, pour justement faire monter notre communauté Facebook, l'entretenir, etc. Donc on doit avoir quelque chose comme 11 000 fans. Mais on a beau l'entretenir avec des produits d'un côté, des images rigolotes de l'autre, en essayant parler un petit peu de tout et de rien. Déjà à gérer c'est du temps en plus. Donc il y a des fois où c'est géré très bien, on va dire pendant un mois ou deux, et puis après c'est laissé un peu de côté pendant 6 mois. Donc c'est évident que c'est pas la meilleure manière de le gérer. Mais bon voilà, encore une fois, c'est pas ça qui rapporte grand chose en termes de que ce soit de la fidélité ou en chiffre d'affaires direct. On n'y trouve pas spécialement notre compte. Ouais. Ouais, 11 000 fans, c'est pas mal, hein, parce que tout le monde n'arrive pas à avoir une communauté de cette taille. Maintenant, c'est clair que sur Facebook, il y a un vrai problème, c'est de réussir à faire sortir les gens de Facebook. Ils vont sur Facebook parce qu'ils veulent faire en gros leur heure ou heure et demie de Facebook. Et l'idée, c'est pas forcément d'aller voir ailleurs. Donc c'est bien parce que si tu veux faire du branding, si tu veux qu'ils se rappellent un peu de toi de temps en temps, etc., pour le jour où ils veulent acheter un truc, se dire tiens, oui, c'est vrai, il y a des GuiseFed, tu vas abonner à leur page, et puis voilà. Mais c'est vrai que les promotions, ça dépend comment tu les fais, etc., et puis de ta communauté, mais c'est vrai que les promotions, tu n'arrives pas forcément à attirer énormément de monde depuis Facebook vers ton site pour qu'ils achètent en fait. Donc c'est Ouais, vrai tout que à fait. c'est un peu problématique. Maintenant, ce que moi j'aime bien dans les réseaux sociaux, c'est que, enfin, la plupart des réseaux sociaux, enfin, moi j'ai automatisé pratiquement tout. Ça me prend pratiquement pas de temps. Alors après, moi j'ai pas développé encore beaucoup ma communauté ni ma stratégie au niveau de ça, mais je sais que quand je vais vraiment m'y mettre, je vais automatiser un maximum pour essayer que ça me prenne le moins de temps possible. Donc après, si ça me prend pas de temps, que ce soit rentable ou pas, c'est pas dramatique quoi. Et c'est vrai que là-dessus, il y a pas mal d'outils qui peuvent permettre d'automatiser les réseaux sociaux. Après, je pense que la principale raison qui fait qu'on tient un peu à jour la boutique Facebook aujourd'hui, c'est quand même dans un souci de réassurance du client. Je sais que Facebook, c'est un des moyens qui va pouvoir rassurer le client quand il vient sur des GuiseFed. Il connaît pas, il va regarder les avis qu'il peut y avoir sur la boutique. Donc, on a un module d'avis. Donc visible sur toutes les pages du site, donc ça donne tout de suite une crédibilité autre quand on voit une note. Alors je crois qu'on a 9,3 sur 10, donc normalement ça plaît pas trop mal. Puis les gens vont taper des GuiseFed sur Google ou avis des GuiseFed. Il y a la page Facebook qui ressort, donc ils vont se connecter pour voir un petit peu si c'est mis à jour. C'est vrai que s'il y a rien de mis à jour depuis un an, ils vont se dire bon, la boutique est à l'abandon. Est-ce que c'est bien que je commande là? Est-ce que je vais être livré? Ouais, et puis Comment ça va se passer? 11 000 fans, c'est rassurant aussi, plus que Voilà. 50 fans. Ouais, c'est sûr. Donc je pense que ça donne une certaine légitimité à l'entreprise quand on sait que les gens comparent déjà, les gens ont peur d'acheter sur Internet sur une boutique qu'ils connaissent pas, donc c'est un moyen de plus de rassurer à mon avis. Donc du coup, tu me disais donc c'est le référencement et la publicité AdWords, enfin du moins Google Shopping qui t'apporte le plus de trafic. Qu'est-ce que tu fais concrètement en termes de référencement pour que ton site apparaisse bien dans Google? Ah, tu veux des techniques? Des choses que tu as pu employer et qui ont été efficaces sur ta boutique. On va dire que c'est du classique. Hein. Il y a trois éléments déjà. Si je vais te dire ce que je dis à un prospect qui veut savoir comment faire le référencement de son site finalement, c'est déjà de se dire sur quels mots-clés on veut être positionné. Donc quels sont les mots-clés qui vont apporter du trafic, quelle est la concurrence aujourd'hui sur les mots-clés et quelle est mon offre face à ces mots-clés. Forcément sur je sais pas, déguisement Hawaï, j'ai pas le nombre le volume de recherche en tête, mais même si à chercher 5000 fois par mois, j'ai 3 déguisements sur le thème Hawaï, je vais pas forcément mettre ça en avant. Que le disco, j'en ai 80, ou Halloween, j'en ai 400. Donc forcément, il faut que j'ai une offre sur laquelle je sois bon, aussi bien en termes de nombre de produits pour que les internautes aient un choix large, que sur les prix que je propose sur ces produits-là. Un déguisement à 40 €, comment je suis positionné par rapport à la concurrence? Un accessoire, je sais pas, une bougie d'anniversaire à 99 centimes, comment je suis positionné face à la concurrence? Quel va être mon panier moyen de quelqu'un qui cherche telle typologie de produit, etc. Donc ça, c'est toutes des
des questions stratégiques qu'il faut se poser. Donc quand on pilote soi-même son entreprise, c'est plus facile parce qu'on a l'expérience, on a on est là, les clients au téléphone, on sait un peu dans quelle dynamique ils sont quand ils recherchent tel produit. Ça aide. Avec avec un client, c'est plus compliqué parce que il faut arriver à lui faire ressortir ces éléments-là qu'il connaît pas toujours. Il sait pas forcément étudier ces données à l'analytics. Donc il faut arriver à récupérer le maximum d'informations pour partir sur une bonne stratégie. Parce qu'après, on se dit, bah ok, déguisement, je sais pas, déguisement disco, c'est intéressant. Avant d'être en première page, d'avoir du trafic, il va se passer quelques mois. Donc faut pas bosser quelques mois pour quelque chose qui va rapporter un trafic qui fait un chiffre d'affaires égal à 0. Donc il y a déjà cette grosse information qu'il faut avoir. Après bon, il faut avoir un site optimisé. Donc ça, tout le b.a.-ba du référencement, on va dire. Vous prenez un bouquin d'Olivier Andrieux ou n'importe quelle bible du référencement, on va dire. Vous aurez les principes phares avec les titles, les balises H1, le contenu, etc. Donc là, je vais pas forcément rentrer dans le détail là-dessus. On pourrait en faire 15 vidéos. C'est sûr. Et il y a, alors, s'il y a quand même l'aspect contenu qui est extrêmement important dans le e-commerce et qui a été un vrai problème pour moi. Je disais tout à l'heure 25 000 références. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Donc les références, bon, pour un déguisement, s'il est en taille S, M, L, XL, ça me fait 4 références. Ça me fait qu'un produit, ça me fait qu'une fiche produit. Donc en termes de fiche produit, je dois en avoir 13 000, je crois. Enfin bon, faire de la rédaction sur 13 000 fiches produits. Donc soit tu le fais tout seul, mais tu y passes 3 ans. Soit tu fais appel à quelqu'un, mais ça coûte très cher. Donc au départ, j'avais pas autant de références, j'en avais 8 000. Donc je suis passé par une agence de rédaction qui m'a rédigé mes fiches produits. Et puis arrive un moment où hop, le fournisseur rajoute plein de produits, tu rajoutes d'un coup 10 000 références à ton catalogue. Sauf que niveau trésorerie, t'es quand même dans une phase de croissance de l'entreprise. Ça fait 6 mois que t'es lancé, t'as pas forcément prévu de rajouter 10 000 produits à ton catalogue quand t'as fait ton business plan à la base. Donc là, tu te dis, ben mince, j'ai pas de quoi faire les contenus. Du coup, ben tu rajoutes quand même les produits. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. Sauf que ben là, Google m'a pris un peu en grippe parce que rajouter 10 000 produits sans contenu, ça lui a pas trop plu. Ouais, t'es passé d'une page avec du contenu à 18 000, dont 10 000 qu'on avait Voilà, pas, quoi. c'est à peu près ça, ouais. Donc à partir de ce moment-là, niveau référence naturelle, j'ai commencé à stagner. Donc il a fallu mettre des moyens en œuvre pour pouvoir rédiger justement les contenus des pages manquantes. Donc en attendant, j'ai passé pas mal de produits. Alors pas ceux-là je les ai rédigés au final. Mais après, en fait, dès que je rajoute des nouveaux produits, si je peux pas faire la rédaction dans la foulée, je les mets sur le site, mais je les mets en no-index. Ça m'évite que Google les interprète. Donc j'ai pas de souci de pages avec du contenu trop pauvre. Et pour autant, j'ai mon offre pour les internautes qui sont déjà sur le site. Mon offre est présentée dans Google Shopping. Donc je peux quand même vendre mes produits en attendant de pouvoir rédiger les descriptions pour pouvoir acquérir aussi du trafic naturel sur de la longue traîne sur ces produits-là. Donc là, c'est le moyen qu'on met en œuvre aujourd'hui. Et puis on rédige au fur et à mesure. Ça te permet de rédiger les produits qui commencent déjà à se vendre d'eux-mêmes. Ouais. Et de te focaliser sur les plus intéressants, quoi. Voilà, de prioriser. Enfin, les déguisements, je les priorise par rapport aux accessoires, par rapport à une question de panier moyen, tout simplement. C'est sûr que c'est plus rentable de faire la rédaction d'un produit à 50 € que de la rédaction de 50 produits à 50 centimes chacun. Même si ces produits peuvent être vendus par plusieurs. On prend l'exemple de chapeaux, les bonnets de Noël, ils ont beau coûter 59 centimes. Quand on vends 20 000 ou 30 000, c'est tout de suite intéressant. Ouais. Donc voilà, mais bon, ça permet de prioriser les actions sur la rédaction, qui est un réel problème entre la rédaction des fiches produits, la rédaction des catégories. C'est vrai qu'il faut prévoir ça. C'est quelque chose qu'il faut prévoir dans son plan financier, en fait. Et du coup, tu rédiger un article sur. Alors déjà, c'est pas forcément évident. Il y a plein d'e-commerçants qui, justement, c'est assez dramatique quand on voit les fiches produits de pas mal de e-commerce. Et que les commerçants viennent nous voir en disant j'arrive pas à être référencé, il y a pratiquement pas de texte dans les fiches produits, donc ça paraît logique. Maintenant, c'est vrai que quand on leur dit ils ont une chemise, si on prend du déguisement, t'as un déguisement de sorcière, un autre déguisement de sorcière, encore un autre déguisement de sorcière, t'arrives à faire des textes différents à chaque fois et intéressants pour le lecteur. Nous, on a essayé de vraiment décortiquer au maximum les déguisements, par exemple.
en allant au détail pour décrire vraiment le déguisement, c'est-à-dire plutôt de dire ouais, c'est un déguisement de sorcière, ce sera parfait pour vous pour Halloween, vous ferez peur à tout le monde, machin, truc standard. On peut mettre une phrase comme ça ou un truc rigolo, une phrase d'accroche rigolote, mais après on va détailler le déguisement, c'est-à-dire on va dire bah oui ce beau déguisement violet avec un liseré doré sur les manches et une jupe à froufrou par exemple. Tu vois, on va vraiment détailler les éléments pour donner le plus d'informations possible à l'internaute et ça fait forcément des descriptions uniques parce que tous les déguisements de sorcières vont pas avoir la même couleur, les mêmes liserés, les mêmes jupes, les mêmes éléments. Donc on va vraiment chercher les détails là où ils sont pour en parler. En tout cas sur les déguisements, ça c'est pas possible sur les accessoires et ça fait qu'on a des fiches produits qui font pas forcément la même taille quand on parle d'un bonnet de Noël ou d'un déguisement complet. Ouais, voilà, sur les accessoires, du coup, tu fais du texte, mais tu n'arrives pas forcément à faire une longue description Ouais, dessus. voilà, ça va dépendre des éléments. C'est vrai que les bonnets de Noël, encore, il y en a qui sont à paillettes, il y en a qui ont la partie blanche qui est dans une matière différente, en peluche, en satin, voilà. Donc, on essaie quand même de mettre en avant la différenciation, la taille, le tour de tête. On trouve toujours des éléments finalement, mais on en trouvera quand même plus pour les déguisements que pour les accessoires en règle générale. Hmm. Donc, on aura des fiches produits plus longues. Après, dans une bonne fiche produit, il faut qu'il y ait un descriptif technique, on va dire, du produit. Il faut qu'il y ait une phrase d'accroche. Nous, on est dans un milieu rigolo, donc on essaye de faire des tournures de phrases rigolotes, des fois. Voilà, il faut rigoler un peu aussi. Et puis, un côté marketing, ajouter au panier maintenant, voilà, quelque chose qui joue sur l'émotionnel, quand c'est sur les déguisements d'enfants, par exemple, sur des choses qui sont à la mode. Je sais pas, les Chica Vampiro par exemple, les filles elles raffolent de ça. Donc on va essayer de jouer un petit peu avec les parents qui vont commander en disant votre enfant imaginez son sourire quand elle va enfiler le déguisement de Chica Vampiro. Et en plus c'est vrai, je sais Ouais, qu'on offre des déguisements à des blogueurs, ils nous disent waouh merci quand les enfants les ont mis, ils étaient ravis, c'était un super bon moment de famille. Voilà les éléments comme ça. Donc on essaye d'y jouer aussi pour voilà donner le faire du déclic un contenu. petit peu au consommateur pour acheter, pour cliquer sur ajouter au panier déjà. D'accord. Et d'après toi, donc du coup, tu disais les fiches produits où tu n'as pas suffisamment de texte, etc., tu les mets en no-index pour que Google ne les prenne pas en compte. C'est quoi, d'après toi, une fiche produit qui n'a pas assez de texte? À partir de combien de mots, par exemple, tu dis, voilà, cette fiche produit, c'est bon, je peux quand même la mettre la mettre visible, et sinon je la cache à Google. En fait, c'est est-ce qu'il y a du contenu ou pas, tout simplement. S'il n'y a pas de contenu, c'est qu'il y a zéro mot. Il y a le titre, D'accord. les différentes tailles, par exemple, le strict minimum, les informations nécessaires, c'est-à-dire, je sais pas, si je vends un sabre laser, de marquer s'il y a les piles ou pas qui sont incluses. Donc, il y a vraiment les informations de base qui permettent à l'internaute d'acheter ou pas, mais il n'y a pas du tout de description. Donc là, c'est en no-index. Voilà, c'est pas contenu no-index. Contenu, s'il y en a, c'est forcément du contenu unique. Donc là, je leur bascule en indexation. D'accord. Ok. 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 Et du coup, donc là, tout ça, c'est optimisation, etc. Et après, tu as forcément l'acquisition de liens pour la popularité de ta boutique. Voilà. Tu as des techniques particulières. Alors Comment là, tu fais? j'essaye d'être de jouer un peu sur tous les tableaux parce que c'est ça qui fonctionne. Faut pas se contenter d'une technique. Faut avoir vraiment différentes sources de liens pour pouvoir fonctionner. Donc c'est vrai que ça c'est le gros morceau ensuite. Hein. Donc c'est des partenariats avec des blogueurs à qui on envoie des produits, même si ça se fait pas, les articles sponsorisés, tout ça, il faut pas en faire, mais bon, ça marche. Oui, mais ça marche Euh, très bien. donc on fait de ça là on profite des occasions là pour Halloween on a eu quelques articles de publiés ces derniers jours là. On peut faire voilà du guest blogging etc. Là j'espère avoir un backlink en faisant cette interview par exemple, c'est la seule raison pour laquelle je fais cette interview. Tu devrais en Non mais avoir, hein, ça voilà devrait aller. ouais chouette. Non mais voilà c'est tout ce qui te permet d'avoir un lien. Faut en profiter. Après bien sûr non c'est pas uniquement pour ça que tu fais les choses. Mais faut toujours essayer de caler le lien que tu peux avoir à gauche à droite, bien faire attention qu'il soit en do follow, notamment avec les blogueurs. Après, c'est toutes les techniques où tu vas chercher du lien, tu vas créer des blogs sur des noms de domaine expirés ou pas. Tu vas créer des sites, pourquoi pas d'autres sites de vente sur une catégorie très précise. Nous, on a un site de déguisement pirate, par exemple, aussi. D'accord.
Donc voilà, faut Et essayer de multiplier les. du coup, ce site-là, évidemment, tu as dû rédiger des fiches produits pour pas avoir de Ouais. duplicate de contents. Oui, voilà, mais bon, c'est forcément plus facile parce que là, on doit être à 300 fiches produits. Donc D'accord. niveau faisabilité, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est beaucoup plus facile. Ok. Donc voilà, pas mal de sources d'acquisition de trafic, de partenariats, avec des sites. Bon, vu que je bosse dans le référencement, déjà j'ai des partenariats avec pas mal de d'agences web, de e-commerçants. Donc je glisse mon lien où je peux, où c'est utile. D'accord. Ok. Et c'est quelque chose que tu fais, enfin, peut-être pas au quotidien, mais de manière régulière. Tu En essayes fait, d'acquérir tout c'est le temps des liens, quoi. c'est quelque chose que je faisais pas trop au début, parce que justement, de lancer le e-commerce, je me focalisais vraiment sur toutes les autres problématiques du e-commerce et pas spécialement sur le référencement. J'en faisais déjà assez pour mes clients. Euh, donc j'en ai pas trop fait les 2, 3 premières années. Et là, je dirais, ça fait vraiment 1 an et demi que je fais ça plus sérieusement. Et c'est sûr, il n'y a pas de secret, ça porte ses fruits, hein. En créant plus de liens et des bons liens, en cherchant vraiment les bons liens thématiques avec du trust flow, etc. Ça fonctionne. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui actuellement te pose, enfin, t'a posé ou est-ce qu'il te pose encore des problèmes actuellement avec ton e-commerce? Alors, ce qui m'a posé problème, il y a cette question de contenu là, qui a été Ouais. un gros problème et qui continue de l'être dans le sens où Google m'a répertorié à ce moment-là, mis une espèce de filtre, même s'il n'y a pas eu de pénalité à proprement parler, mais il y a quand même cette espèce de filtre qui survole le site et ça c'est quelque chose dont on ne sort pas très bien. Autant on peut avoir des bonnes positions sur des mots-clés, par exemple, je sais pas, bonnet de Noël, on est premier, déguisement de Père Noël, on est troisième ou quatrième. Autant il y en a d'autres où on a plus de mal à passer des barrières. Déguisement femme, par exemple, qui est un gros mot-clé. On est positionné en milieu, fin de deuxième page, et on a du mal à passer cette barrière de la première page sur sur des mots-clés sur lesquels on aurait une légitimité, aussi bien par l'offre que Par par rapport le aux concurrents? netlinking. Voilà, par rapport aux concurrents, on a Ouais. des choses où sur le papier on va être mieux. Dans les faits, c'était pas le cas. Donc bon, c'est en continuant qu'on va arriver, j'espère, à passer des caps. Donc il y a cette problématique-là. Après, il y a la problématique de la gestion pure du e-commerce, même si on gère pas le stock. Jusqu'à fin septembre, on gérait la ligne téléphonique. Le problème, c'est qu'à des périodes comme Noël, on est débordé. Et Hmm. en ayant une activité de référencement à côté, en ayant besoin de se concentrer des fois, ça me coupait dans mes tâches beaucoup trop. Pour faire un audit, ça devenait galère de se concentrer pendant 3-4 heures sur une tâche, c'était pas possible. Et Hmm. c'est vrai qu'en étant dérangé au téléphone, même pour une question très très simple qui va te prendre 30 secondes, et ben ça te coupe, tu sais plus où t'en étais, tu te Hmm. remets dans la tâche, mais voilà, tu oublies quelque chose, t'en rends compte une demi-heure après, et ça c'était plus possible. Donc là, depuis le 1er octobre, voilà, pour gérer vraiment la montée en puissance d'Halloween et de Noël, et puis après pour rester sur cette organisation-là, on sous-traite l'aspect téléphonique. Donc on a une plateforme de téléopératrices qui répondent pour nous, et du coup on gère ce qu'il y a à gérer par mail derrière. Donc ça permet, enfin, on peut l'organiser différemment. Le mail, tu le traites quand tu veux, que le téléphone, quand il sonne, faut répondre. Ouais. Ouais, c'est le problème des interruptions et le téléphone, c'est le roi de l'interruption. C'est assez insupportable. Moi, Ah, de la même façon, il est en silence parce qu'on peut pas faire ce qu'on est en train de faire là si le téléphone va sonner, quoi. ouais. Et c'est vrai que, comme tu l'expliques, hein, pour la concentration, c'est un vrai calvaire parce que tu vas sur une heure de travail, si tu es dérangé 3 fois, tu vas réellement travailler 25 minutes, quoi. Donc c'est vrai que le téléphone, c'est problématique. Et oui, en effet, sur les périodes, comme tu le dis, vu ton activité, ça doit pas arrêter, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, Oui, donc justement, bah voilà, tu viens de répondre en partie à la question suivante, c'était savoir ce que tu sous-traitais un petit peu dans ton activité. Donc déjà, tu as tout ce qui est, grâce au dropshipping, tu as tout ce qui est expédition. Tu as la partie téléphonique que maintenant tu sous-traites. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu sous-traites? Tu as la rédaction de texte, tu m'as dit que tu sous-traitais aussi de temps en temps. Oui, voilà, on sous-traite alors la rédaction, le téléphone, toute la logistique déjà, donc c'est des grands des grands éléments. Après la gestion du catalogue aussi, enfin l'ajout de fiches produits, ça on le sous-traite aussi.
Donc là, pas à des agences, pas à des agences spécialisées ou autres, mais plus j'ai eu l'époque stagiaire, même si bon, ça s'est très bien passé avec certains stagiaires, plus mal avec d'autres. Donc j'ai un peu du mal. C'était sur des périodes longues, donc j'ai un peu du mal à reprendre des stagiaires sur 10 mois par exemple, parce que si ça se passe mal, ben tu gardes le boulet pendant un moment, on va dire. Donc là, c'est plus sur des opérations où on va embaucher sur des périodes ponctuelles des gens qui vont nous aider à travailler, voilà, un mois sur l'ajout de fiches produits par exemple. D'accord. Voilà, il y a ça. Après, qu'est-ce qui est sous-traité Non, c'est tout. Hein. Après, tout le reste, tout ce qui est, du coup, développement web, tout ça, on le fait en interne. Donc derrière, on fait tout nous-mêmes. Si, il y a l'hébergement. Forcément, l'hébergement, ça, on le fait pas. On a un prestataire dédié pour aller plus loin, quoi. Mais voilà. Non, mais ça fait déjà pas mal de choses de déléguer déjà. Ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous savez le mieux faire et c'est ce qui est important. Donc c'est vrai que la prochaine étape, la prochaine chose à sous-traiter, c'est le traitement des emails. Là, on a sous-traité le téléphone. La prochaine étape serait le traitement des emails. Mais bon, là, ça regroupe tellement de choses que c'est aussi bien la communication avec le fournisseur qu'avec des clients que pour l'instant, c'est gérable en interne. On le garde comme ça et puis on verra peut-être dans un second temps ça. Ouais, après, il faut mettre en place des procédures, comment traiter tel type de questions, etc. Et après, éventuellement le sous-traiter en effet, mais ça demande du temps de préparation avant, je pense, pour bien sous-traiter la chose. Du coup, comment tu prévois le futur de Déguise Fête? Est-ce que tu as des choses de prévues? Est-ce que tu as des objectifs particuliers? Alors, j'ai prévu que il va y avoir un boom du chiffre d'affaires, après x100 à partir de demain. D'accord. Normal, tu viens de faire un interview ici, donc a priori, j'espère Voilà, je pense que tu es prêt, parce que les commandes vont tomber. exactement. Non, comment je vois le futur? On est quand même sur une pente ascendante, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Pour l'instant, tous les signes sont plutôt positifs. Donc on se concentre aussi sur des choses qu'on faisait pas spécialement avant, c'est-à-dire au niveau des achats, des négociations avec le fournisseur, avoir une proximité commerciale un peu plus forte avec le fournisseur pour pouvoir faire des opérations choc sur certains produits, par exemple. On le voit, dès qu'on fait du volume, on n'est pas reçu de la même façon. On peut négocier des choses différentes. Nous, je vous donne l'exemple des bonnets de Noël, par exemple. En étant premier sur bonnets de Noël et en ayant bien développé notre marketing dessus, on arrive à avoir un volume de vente assez intéressant et à faire des choses intéressantes derrière. Donc l'idée serait de développer ça sur d'autres produits, soit des produits en particulier, soit des gammes de produits. Donc voilà, de développer vraiment des éléments de la boutique, des offres en particulier. Peut-être pas simplement sur du déguisement, mais aussi sur le bonnet de Noël, c'est un produit type. On va avoir je sais pas, les piñatas par exemple, voilà, des niches dans le sein du déguisement en fait, ou de l'article de fête en tout cas. Donc voilà, la volonté, ça va être de développer ça, tout en continuant d'être de plus en plus présent sur tout ce qui est déguisement femme, le générique, on va dire, qui ramène quand même pas mal de visites, même si c'est un peu moins ciblé. Donc il y a ça, il y a les achats, et puis voilà, être de plus en plus organisé, automatisé, comme tu le disais tout à l'heure, ça c'est important. On l'est déjà sur des choses comme la relance panier, etc. Mais voilà, mettre des process en place pour être le plus efficace possible en termes de conversion sur le site. D'accord. C'est vraiment progresser là-dessus, ouais. Ok, ouais, donc l'optimisation et éventuellement mettre en place des stratégies pour vendre plus, pouvoir négocier avec ton fournisseur et augmenter tes marges derrière. Ok, d'accord. Voilà. Et ben on arrive à ma dernière question, celle que je pose un petit peu à chaque fois, à chaque interview. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un e-commerçant qui voudrait se lancer et qui, peut-être par rapport à ton expérience en termes de référenceur et de e-commerçant, qu'est-ce que tu pourrais te conseiller? Alors, je conseillerais de bien réfléchir avant de se lancer déjà. Et pour qu'un projet marche, il faut qu'il soit bien réfléchi et ça suffit pas déjà. Mais moi, je vois, même en ayant, avant de me lancer, j'avais déjà travaillé sur pas mal de e-commerce. J'avais l'expérience en marketing, enfin les études en tout cas, qui m'ont permis de faire une étude de faisabilité. J'ai récolté des chiffres, etc. Et je me suis rendu compte que la réalité, on zappe plein de trucs. Hein. Donc même en étant dans le milieu,
Il y a des milliers de choses auxquelles j'aurais dû penser, auxquelles j'ai pas pensé avant de me lancer. Et ça, on s'en rend compte, voilà, comme les fiches produits ou même comme la pub AdWords, j'avais complètement sous-estimé le coût qu'il allait falloir passer dans de l'AdWords. Voilà, des choses comme ça. Et puis le temps de gestion au quotidien, on se dit voilà, un e-commerce, bah, c'est bon, tout est en ligne. On se rend pas compte du temps qu'il faut passer. Même voilà, un client a un problème avec sa commande parce que le transporteur, voilà, il est pas passé. TNT, le livreur était à la bourse sur sa tournée. Il a marqué que le client n'était pas là et il a pas livré le colis. Sauf que mon client en avait besoin pour aujourd'hui, c'est une commande à 600 €. Faut trouver une solution. Ben là, tu passes une heure entre si c'est le fournisseur qui traite, bah, t'as envie aussi que ça aille un peu plus vite, donc tu le fais aussi toi-même. Essaye d'appeler le transporteur, etc. Donc t'as des centaines de cas que t'as pas prévus qui vont te prendre du temps, de l'énergie ou même de l'argent. Et ça, t'auras pas anticipé. Et puis tout se passe pas bien dans le meilleur des mondes, donc tu as forcément des problématiques qui vont se poser avec les concurrents, avec tout un tas de choses, et qui fait il faut que ton entreprise puisse perdurer, même si ça se passe mal. Demain, tu es pénalisé par Google, est-ce que ton entreprise elle ferme ou est-ce que tu as des moyens de t'en sortir? Voilà, faut arriver à gérer tout ça. Et le e-commerce aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que quand je me suis lancé en 2012. Et déjà en 2012, c'était beaucoup plus compliqué que 4-5 ans auparavant. En 2008, 2009, c'était facile, j'ai envie de dire. On le voit toujours après. Mais c'était beaucoup plus facile de se positionner, notamment en référencement naturel. Donc là, je dirais vraiment, faut baigner dans le e-commerce avant de se lancer. Pour savoir un peu où on se lance. Moi hier au téléphone, j'ai eu un prospect qui voulait se lancer dans du e-commerce. Il a acheté un module, je sais même pas ce que c'est comme boîte, mais en dropshipping, et il a un catalogue où il a beauté, il a 50 produits, cigarettes électroniques, il en a 12, télésurveillance, il en a. Donc en fait, il a une dizaine de gammes ultra concurrentielles, tous sur un même catalogue. Des contenus dupliqués, des fiches produits qui sont dupliquées du coup parce que c'est les mêmes produits sur tous les sites qui se sont lancés pareil, et il veut une stratégie de référencement. Donc moi je lui ai dit clairement, c'est juste impossible que quelque chose comme ça fonctionne aujourd'hui. C'est juste impossible. Et du coup je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent quand même en se disant voilà, l'Eldorado du web, comme on en a parlé encore il y a 10 ans, il y a 5 ans. Il y en a qui y croient encore, donc faut revenir un peu sur terre, faut comprendre que le e-commerce ça reste ni plus ni moins qu'une entreprise à la base, et il faut savoir de quoi il en retourne. Donc avant de se lancer, pourquoi pas faire un test déjà de son produit, de son offre, créer un site, même si on n'a pas les moyens de développer un site pour tester, on crée un WordPress avec un module e-commerce pour pouvoir tester. On met un peu d'AdWords dessus pour avoir des retours clients, quelques coups de fil pour ressentir un peu quelle est la demande du client. Il faut sur Internet, on est un peu trop fixé sur les chiffres, c'est recherché X fois par mois. Donc en étant premier, j'aurai un tiers des recherches, donc ça va me faire tant de ventes. Ouais. Ça paraît tellement facile. Faut tester un petit peu plus de rencontrer le client, de tester son offre en réel pour voir vraiment ce que ça peut donner à mon avis. D'accord. Ouais. Voilà le conseil que j'aurais. Bien gérer l'aspect financier de base, avec tout ce qu'il en retourne, et tester son produit, si on peut. Ouais, c'est un peu ce que je conseille aussi, c'est que bon, faut déjà pas y aller les mains dans les poches, ça se prépare quand même, on se renseigne, on essaye de voir en quoi le produit a un réel intérêt, parce que essayer de vendre un produit, on peut avoir tout le trafic qu'on veut, si le produit il a aucun intérêt, on ne le vendra pas. Et après, moi j'essaye, autant bien se préparer, mais il ne faut pas non plus essayer d'atteindre la perfection, et à un moment il faut s'y mettre, avec éventuellement des petits budgets, si on est tout seul et qu'on n'a pas forcément un gros budget, on peut se lancer, tu dis avec WordPress ou avec PrestaShop, peu importe, tu peux lancer un site e-commerce, ça peut même rien te coûter. Et tu t'essayes en fait, t'essayes juste de vendre ton produit à ne serait-ce que 30-40 personnes pour voir déjà comment ils réagissent et ce que ça donne. Et après, en effet, tu fais évoluer au fur et à mesure, ou tu investis un budget pour vraiment démarrer. Mais voilà, tester son offre, pour moi, c'est la priorité, parce que tu peux mettre tout le budget que tu veux, si ton offre ne tient pas la route, elle tiendra pas la route avec plein d'argent derrière, quoi. Ok. Bon écoute, je te remercie. Tu peux nous donner l'adresse de ton site, Déguise-Faites? Ouais, donc c'est déguise-faites.fr, donc c'est DEGUIZ
déguise-fetes.fr. Ok, ça marche. Sinon, vous tapez déguisefete.fr, même si vous l'écrivez mal, normalement. D'accord. Ça marche. Bah, j'espère. Sur le nom de la marque, quand même. Et quoique, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de concurrents qui s'appellent Déguise avec 2 Z ou Déguise et moi. Donc, il y a, finalement, si on orthographie mal, on risque de tomber chez un concurrent assez facilement dans ce domaine. On a tous des noms où c'est déguisement et fête, déguise-toi, déguise-fête. Les gens s'y perdent un peu, c'est pour ça que la fidélité, c'est difficile. Hein. D'accord, ok. Ouais, c'est Donc, dommage. Donc le mieux, c'est de cliquer sur le lien que tu mettras. Il n'y a pas de souci, ça marche. Ok, bah écoute, je te remercie. Et, Merci à toi. Bah de rien, et bah à bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Salut.